J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'entends souvent l'argument stupide, ceux qui disent que le gouvernement ukrainien actuel supporte les néo-nazis, c'est faux, c'est de la propagande russe du Kremlin, parce que le président de l'Ukraine, Zelensky, est juif. Cet argument est stupide parce qu'il est basé sur l'a priori qu'il n'y a pas de traîtres parmi les juifs. Alors qu'en fait, évidemment, il y a des traîtres parmi les juifs, et aussi parmi les catholiques, et aussi parmi les musulmans, et dans n'importe quelle religion. Les juifs ne font pas exception. Il n'y a pas de communauté religieuse, ethnique ou nationale qui soit dépourvue de traîtres. Par exemple, Dick Cheney était chairman de la compagnie Halliburton avant de devenir vice-président des États-Unis. Dick Cheney a décidé d'envahir l'Irak pour prendre le contrôle du pétrole irakien, ce qui a permis à la compagnie Halliburton de faire beaucoup de profits. Et, pour remercier Dick Cheney de sa décision, Halliburton lui a versé plus de 60 millions de dollars. Ce n'était évidemment pas dans l'intérêt du peuple américain d'envahir l'Irak, dont Dick Cheney a trahi le peuple américain. De même, Sarkozy a trahi le peuple français en décidant de bombarder la Libye. Et est-ce que par hasard François Hollande et Macron ne seraient pas des traîtres qui servent les intérêts de la banque Rothschild plutôt que les intérêts du peuple français? Laurent Fabius, qui a été alors ministre des Affaires étrangères, a prétendu au sujet du gouvernement ukrainien qui a pris le pouvoir après le coup d'État en février 2014 que quand on accuse ce gouvernement d'être d'extrême droite, c'est faux. Il y a 3 membres du parti Svoboda qui est un parti plus à droite que les autres, mais l'extrême droite n'est pas au sein du gouvernement. Regardons si c'est vrai. Le parti Svoboda à l'origine s'appelait le Parti social national de l'Ukraine, faisant évidemment ainsi référence au Parti national-socialiste d'Adolf Hitler. Donc ce parti a été fondé par Andriy Paruby et Oleg Tyenibok. Ils ont choisi comme symbole le Wolfsangel, qui ressemble à l'insigne de la Waffen-SS Das Reich, qui a combattu dans la région de Kharkov en 1943, dans l'est de l'Ukraine. Le bataillon ukrainien Azov, qui continue encore à combattre à l'heure actuelle, a été créé dans la région de Kharkov. Donc ils peuvent difficilement prétendre que leur symbole est une simple coïncidence. Et Laurent Fabius devrait connaître l'histoire de la division de la Waffen-SS Das Reich, parce que c'est cette division qui a commis le massacre à Oradour-sur-Glane. Mais avant de faire ça à Oradour-sur-Glane, ils ont aussi commis des massacres en Ukraine. L'idéologie des néo-nazis ukrainiens ne diffère pas beaucoup de l'idéologie des nazis allemands. La principale différence, c'est qu'évidemment, la race suprême, c'est la race ukrainienne, encore plus élevée que la race aryenne. Et les Russes, c'est vraiment une race démoniaque. Les Ukrainiens qui sont anti-nazis les appellent simplement les nazis. Généralement, ils ne disent pas néo-nazis. À cause des privatisations des années 90, le niveau de vie des Ukrainiens s'est beaucoup détérioré. De plus en plus d'Ukrainiens se mettaient à voter pour les communistes parce que leur niveau de vie était beaucoup plus élevé pendant la période soviétique. Ainsi, lors de l'élection présidentielle de 1999, officiellement 37,8% des Ukrainiens auraient voté pour le Parti communiste, mais il faut savoir qu'il y avait énormément de corruption et de fraude électorale parce que les oligarques étaient entièrement au pouvoir. Donc en fait, il est tout à fait possible qu'en 1999, la majorité des Ukrainiens aient voté pour le Parti communiste. Pour éviter que les communistes reviennent au pouvoir, les oligarques ont de plus en plus supporté le nationalisme ukrainien. Et après la révolution orange, en grande partie financée par les oligarques de l'OTAN, il est carrément commencé à y avoir une nazification de l'histoire de l'Ukraine. C'est à partir de ce moment-là où ils ont commencé à réhabiliter les collabos comme Stepan Bandera et Roman Shukhevich. Ainsi, les votes pour le parti nazi Svoboda sont passés de moins d'1% en 2006 à 10,5% en 2012. Avant le coup d'État du Maïdan de février 2014, le président ukrainien Viktor Yanukovych faisait du business à la fois avec les oligarques russes et aussi avec les oligarques de l'OTAN. Après le coup d'État de février 2014, financé par les oligarques pro-OTAN, dont George Soros par exemple, 3 membres du parti Svoboda se sont retrouvés ministres au sein du gouvernement temporaire, ce qui est clairement antidémocratique, et ça a été supporté par Victoria Nuland, dont pourtant le père est d'origine juive. Par contre, le parti communiste ukrainien a été interdit. Pourtant, il avait obtenu 3% de vote de plus
que le parti Svoboda. Après le coup d'État du Maïdan de février 2014, la nazification de l'Ukraine s'est accélérée. Les oligarques ont fourni des armes aux nazis qui ont commencé par saccager les bureaux du Parti communiste de l'Ukraine et à tabasser les communistes et les socialistes. Le gouvernement ukrainien a laissé faire et ne condamnait même pas verbalement ces agressions. Mais dans le sud et l'est de l'Ukraine, il y avait plus de résistance populaire. Les milliers de l'OTAN n'ont quasiment pas parlé du massacre d'Odessa du 2 mai 2014, qui pourtant a une importance considérable dans la guerre civile en Ukraine. À Odessa, dans le sud de l'Ukraine, le 2 mai 2014, à l'extérieur de la maison des syndicats, s'étaient rassemblés des manifestants qui s'opposaient aux nazis et aux oligarques pro-OTAN qui ont pris le pouvoir lors du coup d'État de février 2014 sur le Maïdan, à Kiev. Ces manifestants anti-nazis étaient surtout des socialistes et des communistes qui réclamaient un référendum pour que l'Ukraine devienne une fédération et que la langue russe ait un statut officiel au même titre que la langue ukrainienne. C'est d'autant plus légitime qu'environ la moitié de la population est russophone en Ukraine et pendant toute la période soviétique, les Ukrainiens avaient le choix de mettre leurs enfants dans des écoles ukrainophones ou russophones. Mais à l'heure actuelle, ils n'ont plus ce droit, il y a seulement des écoles ukrainophones. Par contre, au Canada, en Suisse ou en Belgique par exemple, les francophones peuvent choisir de mettre leurs enfants dans des écoles francophones, ce qui me semble légitime. Le 2 mai 2014 à Odessa, 2 fascistes pro-Maïdan ont été tués par un agent provocateur nazi au service des oligarques pour pouvoir servir de prétexte au massacre qui a suivi. Dans ce massacre, planifié par le nazi Andrei Parubi, plus de 50 personnes ont été brûlées vivantes, et cette femme a été étranglée. Je peux pas vous montrer les photos des victimes qui ont été brûlées, sinon ma vidéo serait bloquée par YouTube. C'est à partir de ce massacre que les Ukrainiens qui sont anti-nazis ont commencé à réclamer l'indépendance, parce qu'ils sont surtout concentrés dans le sud et l'est de l'Ukraine. Aucun des nazis qui ont commis ce massacre n'a été condamné par le gouvernement ukrainien. Ils ont l'immunité judiciaire, parce qu'ils sont utiles aux oligarques ukrainiens, comme Poroshenko et Kolomoïski par exemple. Par contre, plusieurs survivants du massacre ont été emprisonnés. Mais le nazi Andrei Parubi est en pleine liberté. Le gouvernement du Canada lui a même fourni des armes. Il y a une convergence d'intérêts entre les oligarques et les nazis. Les oligarques veulent se débarrasser des socialistes et des communistes parce qu'ils veulent reprendre les usines que les oligarques ont volées au peuple lors de la privatisation après la chute de l'Union soviétique. Et les nazis veulent aussi se débarrasser des communistes parce que l'idéologie raciale nazie est diamétralement opposée à l'internationalisme communiste. Dans l'idéologie communiste, il n'y a pas de race supérieure ou inférieure. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes dans chaque nation. Et il ne doit pas y avoir de discrimination ou de ségrégation. Tous les tankistes sur cette photo sont morts ensemble, en combattant contre les nazis. L'éducation nationale en France enseigne que le nazisme et le communisme, c'est 2 idéologies similaires, le totalitarisme, mais c'est de la foutaise. Ils enseignent ça pour essayer de discréditer le communisme, parce que les banquiers sont au pouvoir en France et font des profits énormes au détriment du peuple. Et les banquiers ne voudraient surtout pas que le peuple reprenne le contrôle des banques, comme le 27 décembre 1917 en Russie. L'oligarque juif Kolomoïski a publiquement reconnu qu'il a financé le bataillon Haïdar, dont plusieurs combattants sont néo-nazis. Comme cette demoiselle, qui a des gros problèmes de crampes au bras droit. Mais ça l'avait pas empêché d'être mise en vedette comme une bonne patriote dans le magazine Elle. Voilà le beau résultat d'une éducation de merde. Il y a une nouvelle loi en Ukraine qui interdit de critiquer les collabos Stepan Bandera et Roman Shukhevich, qui ont collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Désormais, c'est officiellement les plus grands héros de l'histoire de l'Ukraine. Et regardez l'insigne de la 36e division de SS sur la camionnette du bataillon Haïdar. Il y a plus de 30 bataillons ultranationalistes comme ça, tous sponsorisés par des oligarques. Par définition, Zelensky est un oligarque. Il a plusieurs voitures et villas de luxe, et plusieurs comptes offshore. Et pourtant, dans les médias occidentaux, généralement, le mot oligarque est réservé pour les oligarques russes. Le journal The Guardian, qui est anti-russe, a enquêté sur les comptes offshore de Zelensky. On peut pas accuser ce journal-là de faire de la propagande pro-russe. 41 millions de dollars ont été transférés de Kolomoïski à Zelensky. En tout cas, c'est certain que Zelensky est devenu président de l'Ukraine
grâce au support des médias qui appartiennent à Kolomoïski. Évidemment, la fonction de Zelensky, c'est de protéger la propriété des oligarques et d'accroître leur richesse grâce à la corruption et aux généreux prêts de la Banque européenne d'investissement. Dans ce communiqué de presse de la Cour des comptes européenne du 23 septembre 2021, on peut lire que la grande corruption et la captation de l'État sont endémiques en Ukraine, elles entravent la concurrence et la croissance et nuisent au processus démocratique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Des dizaines de milliards d'euros sont perdus chaque année à cause de la corruption. Les principales promesses électorales de Zelensky, c'était de rétablir la paix et de combattre la corruption. Mais quand il est devenu président, de facto, il a fait le contraire. Zelensky a supporté une nouvelle loi interdisant la langue russe dans les écoles. Si demain le gouvernement du Canada, par exemple, interdisait la langue française dans les écoles au Québec, il y aurait immédiatement un conflit, c'est certain. Et ça me paraîtrait inimaginable d'interdire la langue française au Luxembourg, en Belgique ou en Suisse. La décision de Zelensky de faire interdire la langue russe dans les écoles est complètement antidémocratique. Évidemment, il a fait ça pour faire plaisir aux nazis, qui sont minoritaires pourtant. Et Zelensky a continué à faire bombarder le Donbass quasiment quotidiennement. Premièrement parce que la guerre sert de prétexte à Zelensky pour expliquer à ses électeurs pourquoi est-ce que leur niveau de vie s'est détérioré par rapport au niveau de vie qu'ils avaient avant 2014. Alors qu'en fait, les dépenses militaires ne suffisent pas à expliquer les dizaines de milliards d'euros qui ont disparu à cause de la corruption. Mais la guerre a bon dos. Et évidemment, Zelensky dit que tout est de la faute des Russes. Et deuxièmement, de continuer la guerre, ça a permis à Zelensky de maintenir les nazis sur le front, pour assouvir leur besoin de tuer des séparatistes, comme il les appelle. S'il y avait eu la paix, ces nazis seraient revenus à Kiev pour essayer de prendre le pouvoir à Kiev. Tous les partis de gauche ont été interdits en Ukraine. Aux élections, les Ukrainiens maintenant ont seulement le choix soit de voter pour les oligarques, soit de voter pour les nazis. Jusqu'à maintenant, à chaque fois les Ukrainiens se sont fait arnaquer par les candidats des oligarques qui promettent la lutte contre la corruption mais ne remplissent pas leurs promesses. Donc s'il n'y avait pas eu l'intervention militaire de février 2022 de la Russie, très probablement que les nazis auraient fini tôt ou tard par prendre le pouvoir complètement en Ukraine. Je pense qu'il aurait été préférable que la dénazification en Ukraine soit faite par les casques bleus des Nations Unies. Mais les États-Unis et le Royaume-Uni ont le droit de veto. Et c'est sûr qu'ils l'utiliseront parce que leur objectif, c'est clairement pas de sauver l'Ukraine, mais de foutre la merde maximum en Ukraine pour essayer de faire tomber Poutine. Et remplacer Poutine par une marionnette pro-OTAN, par exemple Alexei Navalny, pour pouvoir s'enrichir en prenant le contrôle du pétrole russe. Mais il n'y a pas que l'Ukraine qui a besoin d'une dénazification. La Russie aussi, et tous les autres pays de l'OTAN. Mais c'est en Ukraine que la dénazification est la plus urgente. Les bataillons nazis sont mieux équipés que l'armée régulière ukrainienne. Et ces nazis n'accepteront jamais de déposer leurs armes sans combattre. Et si vous ne me croyez pas, allez en Ukraine, le plus rapidement possible, et allez essayer de les convaincre de déposer leurs armes. Et de leur expliquer, vous savez, hein, le nazisme, c'est très vilain. Et puis, pour les meurtres que vous avez commis, vous devez aller en prison. Allez, venez, je vous accompagne en prison. Ceux qui appellent à la paix immédiate, sans le désarmement préalable des bataillons néo-nazis. Rappelez-vous les paroles de Chamberlain de 1938. Une paix signée avec des nazis ou avec des oligarques qui supportent des nazis ne peut pas être une paix durable. C'est une guerre à retardement. Mais le temps ne joue pas en faveur de ceux qui sont anti-nazis. Ça aurait été nettement préférable que les Alliés envahissent l'Allemagne nazie en 1938 plutôt que de laisser un an de plus à Hitler pour renforcer son armée. Plusieurs millions de personnes innocentes supplémentaires ont été tuées à cause de cette lâcheté. Another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it. Puis ceux qui pensent que Poutine c'est l'équivalent d'Hitler, comparez la situation en Russie avec la situation en Ukraine et la situation qu'il y avait en Allemagne nazie. Au moins en Russie il y a la paix entre toutes les ethnicités qui composent le peuple russe. Et à l'école, ils enseignent que ceux qui ont collaboré avec les nazis étaient des traîtres, pas des héros.
Et si un nazi russe tue un musulman, par exemple, il est emprisonné. Sinon, il n'y aurait pas la paix entre les musulmans et les orthodoxes en Russie. Et allez comparer la situation en Tchétchénie à l'heure actuelle avec la situation qu'il y avait lorsque les islamistes, sponsorisés par les oligarques pro-OTAN, étaient au pouvoir en Tchétchénie entre 1996 et 2000. Mais il n'y a pas photo. Le gouvernement russe est un moindre mal comparé à ce que supporte l'OTAN. J'en ai déjà parlé plus en détail dans ma deuxième vidéo. Et si vous reconnaissez le référendum qu'il y a eu au Kosovo, alors vous devez aussi reconnaître a fortiori le référendum qu'il y a eu en Crimée. Ne soyez pas hypocrite. Et même si le gouvernement russe n'est pas idéal, au moins à l'heure actuelle, les partis de gauche sont encore autorisés en Russie. Et tous les véritables partis de gauche en Russie supportent la dénazification de l'Ukraine, entre autres en utilisant l'armée russe, qui est indispensable. Même Platochkin et Udaltsov, qui ont été emprisonnés pour leurs activités politiques en Russie, supportent la dénazification de l'Ukraine en utilisant l'armée russe. Ils détestent le gouvernement russe, mais ils comprennent que le niveau de répression politique en Ukraine est considérablement pire qu'en Russie. Et si vous vous posez la question, mais alors pourquoi est-ce que les nazis ukrainiens ont accepté que Zelensky, un président juif, dirige l'Ukraine? La réponse est simple. Les nazis pensaient qu'avec le programme scolaire actuel dans les écoles ukrainiennes, et les médias qui supportent les idées chauvinistes et nazis, que dans ces conditions, tôt ou tard, ils auraient réussi à prendre le pouvoir, complètement. Et alors Zelensky et Kolomoïski seraient probablement allés émigrer aux États-Unis en laissant derrière eux des pauvres juifs innocents qui se seraient fait massacrer. Ça, c'est dans un camp de jeunesse du bataillon Azov. Quel est votre slogan? Nous sommes les enfants de l'Ukraine. Que Moscou soit détruite, nous n'en avons rien à foutre. Nous allons conquérir le monde entier. Mort, mort aux moscovites. Et ceux qui se posent la question naïve, mais alors, si Zelensky trahit son peuple, pourquoi il ne s'est pas tout de suite enfui aux États-Unis lorsque les Russes ont lancé l'offensive du 24 février 2022? Posez-vous la question, pour devenir le deuxième oligarque le plus riche de l'Ukraine, combien de personnes est-ce que Kolomoïski a tué? Zelensky a été payé plusieurs dizaines de millions de dollars par Kolomoïski pour protéger sa fortune. Si Zelensky quittait l'Ukraine, évidemment ça accélérerait la défaite du gouvernement ukrainien. Et donc Kolomoïski perdrait sa fortune en Ukraine. Donc si Zelensky s'enfuit aux États-Unis tout de suite, est-ce que vous croyez pas qu'il serait assassiné par Kolomoïski par hasard? À mon avis, maintenant Zelensky a plus peur de Kolomoïski que des Russes. Est-ce que le gouvernement russe réussira à dénazifier l'Ukraine? Ça dépendra en grande partie de l'armement qui sera fourni par l'OTAN aux nazis ukrainiens. La capacité de production militaire de l'OTAN est très supérieure à celle de la Russie. Donc je crains que si les peuples de l'OTAN ne s'opposent pas à la livraison d'armes aux nazis, il y a un grand risque que les nazis sortent vainqueurs. Il est temps que les Français se soulèvent pour que la France redevienne une république et sorte de l'OTAN. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette lutte. Alors mobilisez-vous. Pensez à ceux qui, pendant l'occupation nazie, ont eu le courage de résister. J'espère que ce courage sera une source d'inspiration pour vous encourager à agir.
camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?